Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, nous continuons notre session d'interview et je suis en compagnie de... Ah merde Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. On reprend les interviews avec notre présentateur habituel, que vous connaissez, Michael. Bonjour Michael. Salut Cassandre. Alors du coup, à ton tour de passer à la casserole, comme on dit. Eh oui, et ça fait vraiment bizarre d'être interviewé par quelqu'un d'autre, vraiment, et de pas être le présentateur. Je suis bichonné aujourd'hui. Tu m'étonnes, moi aussi ça me fait un peu bizarre en vrai. Alors du coup, présentation. Dis ce qui te paraît important sur toi-même, permet à nos auditeurs du coup de te découvrir au mieux. Alors moi, c'est Michael, donc le présentateur de Cinésphère. Je suis à la base préparateur de commandes dans une entreprise qui me laisse beaucoup de temps libre, parce que j'ai tous mes après-midi, mes week-ends de libre. Et donc je me permets de faire ce podcast à la sueur de mon front et à essayer de me donner le plus possible. Et ça me fait un plaisir fou. J'adore ça. J'ai toujours baigné dans tout ce qui était un peu univers artistique. J'ai fait du théâtre, tous mes amis sont des artistes, etc. Et j'ai toujours aimé le cinéma. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment fasciné. Et faire un podcast de cinéma, franchement, j'aurais pas forcément pensé à faire ça à l'époque. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît comme une évidence quand je vois le plaisir incroyable que ça me donne. Voilà. Et j'ai 36 ans aussi. Je suis un peu le doyen du podcast. Voilà. Et par curiosité, il y a eu un déclic pour la décision de passer du « on parle de film entre potes » à un podcast? Alors, le déclic, ouais, ça a été une discussion entre copains, justement, où je crois que c'est Guillaume qui avait lancé ça. De l'idée avec Benjamin, on écoutait de plus en plus de podcasts cinéma. On écoutait ceux d'écran large, on écoutait ceux de Shadowscast, on écoutait Parlons Péloche qui est très connu et tout. Benjamin avait reparlé du principe de 3 films et de reprendre ça avec Guillaume, mais pour le plaisir. Et Guillaume qui disait, est-ce qu'on s'enregistrerait pas? Alors lui, il pensait pas forcément pour un podcast, mais même sur YouTube ou quoi que ce soit pour faire ça. Il dit, ça nous coûte rien de nous enregistrer juste. Et c'est là qu'on est parti sur l'idée du podcast. Guillaume avait déjà sa chaîne YouTube par curiosité, ou lui aussi ça a été une première expérience? Non, il avait déjà sa chaîne YouTube depuis un moment. C'était un métier qu'il voulait faire à l'époque, youtubeur, réellement. Il voulait se lancer complètement là-dedans. Et ça a malheureusement pas bien marché pour lui. Mais maintenant, il en fait une passion de tout ça. Alors du coup, pour la question suivante, quel est le premier film que tu te souviens avoir vu? Alors c'est un peu comme tout le monde, je vais pas vraiment. Je sais que c'était des Disney, que ça j'en ai regardé à la pelle des Disney. Et donc comme je sais pas lequel est le premier vraiment que je me souviens avoir vu, je vais plutôt dire celui qui m'avait énormément marqué parce que je sais que je le regardais beaucoup parce que je l'aimais beaucoup, c'était Rox et Rookie. Parce que voilà, j'ai toujours considéré que c'était mon Disney préféré, même si c'est pas vraiment mon préféré, mais parce que c'est celui justement qui remonte le plus pour moi en tant que film Disney préféré. C'était un dessin animé que je regardais en boucle quand j'étais gosse. J'étais amoureux de la renarde dont Rox tombe amoureux dans la forêt. Et non, je trouvais ce film incroyable. Ça parlait d'amitié, ce qui est rare dans les Disney. Généralement, il y a toujours une histoire d'amour, mais rarement une histoire d'amitié. C'est quelque chose qui me parlait vraiment. Tout me parlait en fait dans ce film. C'est vraiment ce côté de je sais pas si je le ressentais déjà petit, mais comme moi petit, j'étais quand même déjà un peu à part, en marge avec les autres enfants. Je pense que le côté on est très amis, après on ne s'entend plus du tout. Il y a quelque chose qui m'a parlé dans ce côté-là, ce côté de cette séparation et de ce fait que, en fonction de comment on est élevé, on a, l'autre il va te marcher dessus ou quoi que ce soit, il va se sentir au-dessus de toi, etc. Il y a eu quelque chose les rapports de domination. Ouais, c'est ça.
Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'écho aussi, la raison pour laquelle ce film me parlait comme ça. Donc voilà, on va dire que c'est Rox et Rookie, celui dont je me souviens le plus lointain. D'accord. Et du coup, quand t'étais enfant, tu regardais beaucoup de films ou À balle. J'arrêtais pas. C'est vrai que j'ai baigné dedans toute ma vie en fait, que ce soit des dessins animés puis des films. Alors ça, évidemment, on commençait avec Disney, même les films, c'était des films Disney, comme Rasta Rocket, qui est un des films que j'ai le plus regardé aussi de ma vie, et même adulte, hein, j'ai toujours grandi avec, et Rasta Rocket, je l'aime énormément ce film, et ça a été comme ça après, mais jusqu'à toujours en fait. Il n'y a pas une seule fois où je me suis arrêté. Alors, peut-être j'ai eu vraiment des micro-périodes où j'ai moins regardé de films, mais en général, j'en ai regardé toujours. C'est un truc... Après, je fais partie de cette génération télévisuelle où depuis tout petit, mes parents me foutent devant la télé. Ils étaient eux-mêmes devant la télé, donc on regardait la télé en mangeant, on regardait la télé... le matin au petit-déj, je regardais la télé en rentrant après les devoirs, et c'était systématique, c'était télé tout le temps, et il y avait le film du soir qu'on regardait ensemble quand je pouvais la regarder. Enfin voilà, c'était vraiment ouais, ce qui fait que dans la tradition familiale. Ouais, c'est ça, j'ai toujours bouffé du film, quoi. Et du coup, donc vu que la tradition familiale était que vous regardiez beaucoup de films ensemble, des fois c'est tes parents qui te montraient des films? Ouais, carrément. Alors peut-être un peu plus tard, mais mon père un peu plus tard. Mon père, lui, c'était énormément cinéma d'action. Et lui, c'était plus adolescent, du coup, il m'a montré beaucoup de films de kung-fu, des trucs comme ça, tous les Bruce Lee que j'ai regardé avec lui. Après, il essayait de me montrer des films avec que j'appréciais moins, mais avec... J'ai perdu son nom. Et voilà, bref, il me montrait beaucoup de films d'action. Et ma mère, elle, c'était... Tu parles pas de Jet Li, si? Pas du tout. Non, c'était pas un chinois. Et non, Jet Li, justement, ça c'est aussi des trucs que j'ai vu avec comme mon t'as père. les cheveux longs. Énormément. Non, moi je parle vraiment d'un mec il est surtout connu pour faire des petits téléfilms en fait. Enfin, mais plein, à balles de téléfilms, des direct to DVD, des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment le mec qui fait du kung-fu, mais version vidéo club, quoi. Et ouais, non, ça c'était vraiment, voilà, cinéma d'action avec mon père, et ma mère qui, elle, me montrait beaucoup de films de jeunesse. Donc, parce qu'elle aimait bien les films pour familiaux, en gros. Et avec elle, j'en ai découvert énormément, même des plus petites, des films un peu plus niches. Je l'ai regardé avec elle, genre un film que j'ai beaucoup regardé, c'était Le Secret du Lac. Et je sais que c'est un film que pas beaucoup d'enfants connaissent. Et c'était un film qui pour moi était devenu ultra culte. J'avais l'impression que tout le monde connaissait ce film. Mais c'est les petites pépites que ma mère me trouvait, soit enregistrées à la télé ou quoi que ce soit, mais qu'elle aimait bien. Elle disait, il faut que Michael le regarde parce que je suis sûr que ça va lui plaire. Et aussi, j'adorais les films avec Dustin Hoffman. Alors pas tous, mais je regardais beaucoup Tootsie. Je regardais beaucoup aussi Héros malgré lui, que j'adorais. Et c'était des trucs pareil que ma mère, elle adorait Dustin Hoffman, donc elle me montrait des films avec Dustin Hoffman, quoi. Donc elle me montrait pas les plus sombres, hein, bien sûr, ou les plus adultes, mais en tout cas les plus familiaux en général. Mais voilà. Mais oui, mes parents sont une grosse source de ma cinéphilie d'aujourd'hui. On était tout le temps en vidéoclub. Voilà, ils consommaient, quoi. On allait au cinéma assez souvent, tout ça. Voilà. Tes parents se considèrent eux-mêmes comme cinéphiles ou c'était plus de l'ordre du divertissement familial pour eux? Ouais, c'est plus cinéphage que cinéphile. Ils étaient plus dans la consommation pour le divertissement qu'autre chose, ouais. J'en ai même parlé avec ma mère il y a pas longtemps. Je lui demandais si elle pouvait se considérer comme cinéphile et elle me dit que pas du tout. Elle disait, moi j'aime bien, entre guillemets, comment elle dit, fermer le cerveau, quoi. Enfin... poser le cerveau, mettre sur pause quand tu regardes un film. Parce que moi, c'est exactement le contraire d'un cinéphile. Un cinéphile a toujours le cerveau en action, même devant le film le plus nul du monde. C'est pour ça que souvent, on va détester beaucoup plus facilement un film. Parce que justement, on se met dans le truc de regarder un film en et on intellectualise ses erreurs. Exactement. Du coup, quel est le premier film que tu te souviens avoir vu au cinéma? Alors là, c'est pareil, c'est compliqué, mais celui qui me revient comme ça, c'est parce que je me souviens, c'est bête, mais je me souviens des sièges qu'on prend pour être plus grand là dans le cinéma. Et comme je me souviens de ça, je pense que c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma, c'était L'Incroyable Voyage 2. J'avais la cassette du premier, j'adorais ce film. Et quand on est allé le voir, le 2, c'était avec des amis de la famille et tout.
et qui avait des enfants à peu près de notre âge, de ma sœur et moi. Et on était allés tous ensemble le voir. Et je me souviens absolument pas de mon expérience cinéma. Je me souviens juste qu'on y est allé. Je me souviens de ces sièges-là. Mais sûrement que je l'avais trouvé génial, tout comme le 1. Parce que là, je l'ai retransmis à mes gosses. Et c'est clairement, quand je les revois, je me dis, alors le 2 est moins bien, largement. Mais c'est quand même de très bons films. C'était vraiment bien foutu, ces films-là. Du coup, j'imagine que tu fais découvrir beaucoup de films à des enfants. Oui, c'est vrai. Là, il y a une question de transmission. Tu me demandais pour les parents, est-ce que moi, ils m'ont transmis? Là, c'est vrai que moi, dans l'autre sens, je transmets énormément à mes enfants. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas brûler les étapes. Par exemple, de ne pas leur montrer Harry Potter ou Pirates des Caraïbes. C'est d'une difficulté extrême de devoir attendre. Voilà. Donc parfois je leur montre des petits extraits sur internet en disant regardez ça va, tu vois, je peux leur montrer, il n'y a rien de bien méchant, et à chaque fois ça leur donne envie de le voir, et moi je me fais avoir parce que je dis mais je veux que vous le regardiez, mais ils sont trop petits parce qu'ils ont 4 et 7 ans du coup, et c'est un peu... Alan 7 ans, il va commencer à pouvoir regarder des films un petit peu plus grands, on va dire, mais Arthur c'est compliqué encore. Et t'as l'impression que la sauce prend bien aussi pour la génération suivante, qu'ils adhèrent bien, que c'est vraiment des moments importants pour eux, qui partagent autour d'un film familial? Le petit, pas encore, parce que lui, il est plus dessin animé, petite série animée, quoi. Quand on doit regarder un dessin animé, un film d'animation, par exemple, il va déchanter un petit peu, il va se faire plaisir, il va être content. Il a, par exemple, La Reine des Neiges 2 est son, je pense, film d'animation préféré. Mais Alan, c'était pareil un petit peu aussi, mais il est plus dans le plaisir de la découverte. Quand je vais lui dire, on va regarder un film qu'on n'a jamais vu, il est super content. Donc je me dis, ça commence. Voilà. Par exemple, il a envie de se faire les sagas. Quand il a vu le premier L'Âge de glace, il a eu envie de voir les 5. Maintenant, il se regarde toujours les mêmes, mais sur le coup, il avait envie de tous les découvrir. Et je pense que ce goût de la découverte, d'essayer de comprendre, après, c'est un truc que je lui transmets avec la bande dessinée aussi, avec la jeunesse de Picsou, ce genre de choses. Il voit que les choses sont connectées les unes entre les autres, donc les histoires qui se connectent. Il dit cette histoire-là en rapport avec ce qui s'est passé dans cette autre histoire, etc. Et ça le fascine, c'est le côté univers étendu. Et donc je pense que c'est ça qu'il aime dans le côté saga aussi. Et donc je pense qu'il sera parti pour être un bon cinéphile si ça continue comme ça, quoi. Ouais, ça a l'air, effectivement. Il coche les bonnes cases, en tout cas. Oui, c'est ça. Du coup, ensuite, quel genre de film est-ce que tu regardais à l'adolescence? Alors, adolescent, je regardais beaucoup de films d'horreur. Ça, c'était... et même des films un des genres que j'aime le moins aujourd'hui dans l'horreur, c'est-à-dire l'angoisse. C'est-à-dire que je faisais partie de ceux qui disaient... J'essayais de regarder des films qui font peur, en fait. Mais c'est depuis Scream. Quand j'avais découvert Scream, je me rappelle que ça m'avait... J'avais trouvé ce film ouf, tu vois, à l'époque. Je voyais pas ce côté second degré qu'on peut voir aujourd'hui, avec ce côté brisage du quatrième mur, le côté... aujourd'hui, on le sait, pourquoi Scream, c'est super bien, c'est parce que ça avait brisé tous les codes du slasher, mais ça, on le sait parce que Internet, parce que cinéphilie, et que tu apprends, etc. Donc c'est devenu de notoriété publique que Scream avait grave marché. Mais à l'époque, moi, je voyais juste un slasher, c'était mon premier slasher. Et pour moi, c'était ça, les codes du slasher. Et ça m'a foutu une claque de me dire, t'as un côté whodunit, où tu dois découvrir qui a tué, et tu sais que c'est une des personnes qui est dans le groupe des jeunes. En même temps, ça te fait un petit peu peur, parce qu'il y a des gens qui se font poursuivre, tu sais que tout le monde peut mourir. Enfin voilà, il y a vraiment un truc qui m'avait... ce film m'avait... foutu sur le cul, et je me suis dit, il faut que je découvre plus de films comme ça. Et donc j'ai essayé de chercher le plus possible de films d'horreur. Et donc en vidéo club avec Jérémy, donc, qui est mon cousin, donc je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, mais qui est mon cousin, et donc on regardait énormément de films ensemble. On essayait énormément d'aller louer des films d'horreur le plus possible. C'est là qu'on a commencé à découvrir les films d'horreur coréens aussi, ou japonais, qui étaient affreux et vraiment qui nous ont complètement retourné à l'époque. On disait putain, c'est encore plus horrible que ce qu'on avait déjà vu, quoi. Mais c'était génial. Aujourd'hui, c'est pas des films qui vont me choquer aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, quand tu commences ce genre de truc, c'était fou de découvrir tout ça. Non, adolescent, voilà, il y avait ça. Après j'étais du genre à quand même encore pas mal regarder et revoir des films. Ce que je ne fais plus aujourd'hui, où j'ai beaucoup plus de mal en tout cas. Je profite justement d'avoir des enfants et de leur montrer des films de quand j'étais petit pour revoir des films, mais tout seul j'ai beaucoup de mal
à me permettre ça, parce que j'ai toujours envie d'être dans la découverte, quoi. Après, il y avait Tim Burton. Tim Burton que j'ai commencé à découvrir à l'adolescence. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre question. Parce que je commence à connaître les questions par cœur, alors je ne veux pas faire doublon. Voilà. Forcément. Ça marche. Et par curiosité, à part avec ton cousin, du coup, les films d'horreur, t'as déjà eu l'occasion de regarder en famille en dehors de ça? Par exemple, avec tes parents, t'as déjà fait l'expérience ou pas du tout? Un petit peu, genre, il y avait Les Autres. Avec ma mère parce que elle adorait Nicole Kidman et ce genre de film. Donc ma mère aime bien les films qui font un peu Thriller peur. épouvante. Ouais, c'est ça. Ça lui fait des trucs et elle aime bien ce côté-là. Donc je me rappelle avoir regardé Les Autres avec ma mère. Il y a un autre film, c'est quoi que j'avais regardé avec ma mère? Ben, Shining. Shining, je l'avais regardé avec ma mère. Mais ouais, ma mère a essayé de me faire des... Mon père, pas du tout. C'est pas du tout son style. Il déteste avoir peur. Mais il est comme moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas du tout un effet que je recherche. Je déteste pas ça. Si on me dit, vas-y, on regarde un film d'horreur, je vais être chaud, je vais le faire. Mais je prends pas un plaisir de dingue, hein. Clairement, la sensation de peur et d'angoisse, ça me plaît pas des masses. Du coup, tu n'es pas attiré spontanément. Non, c'est ça. Je l'étais, mais je ne le suis plus. Ouais. Quand tu étais enfant et ado, est-ce que tu parlais de films ou est-ce que tu partageais des répliques avec tes amis? Alors avec ma famille, hein, beaucoup. Ça, c'était plus des trucs... alors je réfléchis. Parce que c'est plus compliqué. Alors, comme toi tu avais dit, Kaamelott énormément, mais ça c'était plus adulte du coup. Et ça mais encore une fois c'est une série, mais c'était ce truc-là de réciter du Kaamelott entre amis. Et on le fait encore aujourd'hui. De toute façon, c'est devenu une manière de parler. Donc ça ça devient naturel quoi. Mais ouais non ça c'est sûr. Après je sais que j'avais des copains avec qui on partageait des trucs. Ça me vient pas, je t'avoue. Je sais que je le faisais, mais ça me vient pas de quel film on partageait avec les copains. Alors, comme tu disais, si, il y a eu le dîner de cons, je sais que c'est le genre de truc qui venait dans les cours de récré de temps en temps. Mais c'était plus avec ma famille, en vrai. Maintenant que j'y pense, c'était plus avec ma famille qu'avec mes amis. Avec ma mère, justement. T'avais cité aussi la Cité de la Peur, il y avait Ouais. Re aussi dans la même période. Il y Re, avait, ouais, alors Re, c'était plus tard. Ça a été avec des collègues de boulot. Je sais qu'il y avait un collègue à moi qui adorait ce film. Et à chaque fois, il me... en fait, c'était même pas un collègue, en fait, c'était même mon supérieur à l'époque où je bossais à Crescendo. Et qui, quand il partait, il disait « Allez, je vais ranger la forêt ». Et il se barrait. Et voilà, il me faisait des petites répliques comme ça, où il me lançait ça. Ça aussi, voilà, les collègues de boulot, il y a eu des collègues cinéphiles avec qui on partageait des petites répliques, des trucs comme ça et tout, et c'était assez drôle. Et encore aujourd'hui, il y en a un avec qui on se partage énormément de répliques de films avec Pierre Richard. Parce que ça nous fait marrer. Et on refait toujours les mêmes vannes. On peut se les dire 3 fois par jour, ça nous fait toujours marrer, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Moi, j'ai fait découvrir Re à ma coloc et depuis, elle arrête pas de sortir. Il va faire tout noir à tout le monde. Enfin, Bah oui. tu sais, mais elle est tellement mignonne et elle est tellement pas cinéphile que personne n'ose lui dire ta gueule. Du coup, c'est très drôle. Oh, mais c'est triste. Oui, du coup, elle est triste effectivement parce qu'elle dit les gens répondent jamais. Donc, mais c'est vrai que c'est violent comme réponse. Si t'es pas sûr que la personne a la ref, qu'elle a sorti peut-être dans un contexte, tu peux être un peu mal à l'aise. Alors qu'en vrai, les gens l'ont, hein, la ref. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que une personne à une personne, c'est plus compliqué, surtout quand tu la connais pas trop. J'ai déjà vu des vidéos où des gens le sortent en pleine ville devant un bar ou un truc comme ça. Et là, c'est marrant parce que t'as plus tout le monde qui le fait, tu sais, c'est plus facile. T'as un effet de groupe qui fait que tu sais que c'est pour rire, etc. Mais c'est vrai que un 1v1, quoi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, je trouve. Ouais, c'est ça. Surtout en sachant, comme je dis, qu'elle n'est pas cinéphile de départ et que c'est plutôt connu de son entourage. Donc, personne n'ose y aller. Alors, du coup, question suivante. Quel film t'a fait passer de consommateur à cinéphile pour toi? Alors, c'est vrai que j'en parle très souvent de ce film et justement pour ça. Mais pour moi, c'était The Truman Show. Parce que ce film-là, quand je l'ai découvert, j'ai été tellement émerveillé par ce que je voyais. Et j'ai compris à chaque revisionnage pourquoi j'étais émerveillé par ce film. C'est-à-dire que la première fois, j'ai trouvé juste le principe incroyable, comme tout le monde, hein, le fait de cette personne filmée 24/24, etc., et qui essaie de se sortir de tout ça. Ce film est aussi drôle que bouleversant, c'est ça qui est incroyable. Il mélange tellement bien les deux, c'est juste fou. Le rythme aussi est incroyable.
il a tendance à être sous-estimé, mais au final, il amène à au même questionnement philosophique que le fait Matrix. Sous-estimé ? Tu trouves ? Bah, sous-estimé sur ce plan-là, sur son d'accord. aspect. Donc, les gens La le réalité. prennent souvent sur la critique de télé-réalité, ce genre de choses, alors que questionner la réalité elle-même, je trouve que c'est quelque chose qui est pas souvent mis en avant dans ce film, alors que pour autant, comme je t'ai dit, je trouve qu'il aborde ce questionnement avec autant d'intelligence que l'autre ponte du domaine, c'est-à-dire Matrix. Ah ouais, mais je suis entièrement d'accord, parce que c'est exactement ça même. C'est plus que la question de télé-réalité, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Le côté télé-réalité est intéressant à partir du moment, c'est-à-dire au bout de 20 minutes de film, je crois, parce que pendant 20 minutes, on voit que les trucs de Jim Carrey. Et après, on découvre l'envers du décor, on voit comment les spectateurs réagissent, ce qu'ils font dans le reste et tout. Donc c'est vrai qu'on le voit qu'à partir de 20 minutes. Mais c'est vrai que quand on se met de leur côté à eux, du public, etc., on voit le côté télé-réalité. Quand on se met du côté de Jim Carrey, ben, c'est vrai que lui, c'est plus le questionnement de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Et en fait, combien de personnes, après ce film, ont paniqué à se demander, est-ce que tout ce qui est autour de moi est vrai ? Comme dans Matrix. Combien de fois des gens se sont dit, je suis sûr que je suis filmé 24 heures sur 24 ? T'as envie de dire, mais elle est triste ta vie, qu'est-ce que tu veux être filmé ? Mais ce film-là a rendu, je trouve, toute une génération de névrosés autant que Matrix, à se demander si tout était réel dans ta vie ou pas, quoi. Donc je suis entièrement... Enfin, en effet, on le cite pas, mais je pense que pour ceux qui adorent ce film et qui ont grandi avec ce film, il a tout autant touché les gens. C'est ça, peut-être la différence qui s'est faite, c'est la différence d'échelle, parce que, disons, si tu prends littéralement Truman Show, si tu quittes la ville, ou du moins, au moins le pays, tu peux à peu près être sûr que normalement t'as quitté l'enclos, Oui. alors que du Matrix, tu le quittes jamais. Je pense que c'est peut-être juste ça qui fait qu'il a été un peu sous-estimé sur ce plan-là. Et puis le film ne révolutionne pas le cinéma, à la différence de Matrix. Voilà. The Truman Show est juste incroyable. Matrix est incroyable et est une révolution. Ce qui fait que, évidemment, que c'est une... Tu peux pas passer que Matrix est devenu la référence parce que c'est comme ça. C'est comme si tu disais, voilà, que tu parles j'ai perdu le nom, là, le film d'Orson Welles, le plus connu du monde, voilà. Citizen Kane. Citizen Kane, voilà, c'est le genre de film que tu l'aies vu ou pas, tu sais que c'est une grosse révolution du cinéma. Bah, c'est pareil avec Matrix. Donc, pour de vrai, je le pardonne. Mais ouais, et tout ça pour dire que à chaque visionnage, à chaque fois, je commençais à comprendre pourquoi j'aimais ce film. C'est-à-dire qu'au début, voilà, bouleversé par l'histoire et par le jeu et tout ça. Deuxième fois que je le vois, toujours bouleversé, mais je regarde les petits détails. Tu sais, tu te dis, j'ai envie de voir pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'il est dans un truc. Et tu commences à te dire, tiens, c'est marrant, c'est vrai que je vois que tout le monde parle comme une pub. Je m'en étais un peu rendu compte, mais pas assez. Et plus ça allait, plus je m'en rendais compte, en fait. C'est-à-dire que vraiment, qu'à chaque fois que quelqu'un parle, tu vois qu'il est en train de faire une pub pour n'importe quoi, en fait. Son t-shirt, sa bière, quoi que ce soit, en regardant droit la caméra dans les yeux. Après, tu regardes et tu te dis, putain, même les plans de caméra. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, putain, mais oui, les plans de caméra, ils sont hyper inventifs. Par exemple, à un moment, tu vois un chien qui court vers Jim Carrey et tout est filmé à travers le collier du chien. Mais tu le comprends, en fait. Tu le vois que c'est ça, le plan de caméra. Et c'est ça tout le long. Tu te dis, putain, tous les plans de caméra, tu vois que ce sont des plans de caméra de télé, de caméra cachée, etc. Et en fait, c'est plein de petits trucs que j'ai commencé à voir. C'est la technique et tout. Et de me dire, putain, c'est pour ça que c'est génial. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je revoyais le film, je voyais toujours un petit détail qui était super bien fait. Et je me disais, c'est pas que l'histoire. Tout est millimétré dans ce film pour qu'il soit parfait. Et c'est là que j'ai dit, ok, c'est ça le cinéma, en fait. C'est un truc de fou. Et c'est ce film, voilà, qui m'a complètement renversé, moi. Bah, c'est vrai qu'en plus, si tu prends le côté bright, systématique et tout, je trouve qu'il y a même une mise en abîme sur, je sais pas, tu vois, sur le capitalisme, sur pas mal de choses, sur le côté, le persona qu'on a dans le côté social. Donc, enfin, tu peux vraiment, en fait, faire des embranchements sur ce film et on va dire, élargir son sujet parce qu'il traite de plein de choses simultanément. Donc ouais, je comprends pourquoi le revisionnage de Truman Show, tu t'en lasses pas. Ah ouais, mais... C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Ah bah c'est ça. Et en plus, c'est aussi ce qui m'a donné mon amour pour la technique en général. Et de me dire comment tu fais un film et tout ça, quoi. Du coup, quel film te touche le plus ou te fait pleurer le plus souvent ?
Le ou les films. Ouais, le ou les films, bien sûr. Mais évidemment, il y a ceux que tu as cités, toi aussi, des films comme La Ligne Verte, etc., qui font pleurer tout le monde. Donc, évidemment, je n'échappe pas à la règle non plus. J'ai la larme facile en général devant les films, que ce soit devant des choses bien ou des choses pas bien. C'est-à-dire qu'un film beau, mais dans le bon sens du terme, joyeux, peut me foutre les larmes aux yeux très facilement. C'est ça, un des derniers qui m'avait le plus bouleversé, ça remonte à quelques années, mais que je me souviens, c'était Marriage Story. Moi, la scène de la dispute, qui est bien sûr la scène du film, m'a tellement fait pleurer. J'ai pleuré pendant 10 minutes sans m'arrêter, tellement c'était criant de vérité et tellement Viscéral. bien joué, viscéral. Cette scène, je me la suis refaite je ne sais combien de fois sur YouTube après, parce que je l'aime beaucoup trop. Et celle-là, donc ça c'était sûr que Marriage Story, tu me fais chialer. Et après, il y a des Disney. Je suis sûr que la scène de l'abandon dans Rox et Rookie. Cette scène-là, t'es sûr de me faire chialer systématiquement. C'est encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Il faudrait que je le remontre à mes gosses. Mais je pense que si je le revois avec eux, je pleure comme une madeleine à ce moment-là. En fait, j'ai la larme facile, mais j'ai pas non plus le gros chagrin facile. Donc vraiment le film qui va me faire chialer pendant un bon moment, ça va pas me venir comme ça. Mais je vais pleurer très facilement. En fait, à partir du moment où ça va être un peu triste, ça va marcher sur moi, ça va me faire pleurer. Ou un peu beau, tout simplement. Un personnage qui s'en sort, et que c'est beau parce qu'il s'en sort, et si j'ai été investi, j'ai les larmes aux yeux. Et t'as un exemple peut-être un peu plus récent, même sans partir sur les grandes inondations. Est-ce que t'as un exemple un peu récent qui t'a touché au moins un petit peu comme ça, dans ce sens-là, histoire de verser là où t'as versé ta larmichette? Ouais, je sais pas, là, on en a fait une rétrospective, mais il y a eu La La Land. La La Land, c'est pas vraiment triste à la fin, parce que même si ça finit mal pour eux, enfin finit mal, non, leur couple finit mal, eux ne finissent pas mal. C'est sa mère. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, ça finit bien pour chacun d'eux, mais séparément. Mais c'est ce côté beau on retraverse la vie quand t'as le grand moment où en fait on te refait qu'est-ce que ça aurait été si on avait fini notre vie ensemble. Je pleure de joie presque à ce moment-là. C'est-à-dire de la beauté de la situation avec la musique, tout ce qui concorde ensemble et tout. T'es sûr de me faire chialer à ce moment-là. Mais je chiale pas parce que c'est triste. Je chiale parce que c'est beau en fait. C'est juste beau. Ensuite, pour le registre opposé, est-ce qu'il y a des films qui te font toujours autant rire aujourd'hui? Ouais, alors j'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a tous les films avec Pierre Richard. Et en fait, en général, les films de Francis Weber. Je suis un gros Yankee de ce mec. Ce soit la trilogie, là, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, qui sont des pépites pour moi. Alors, ils ont plein de défauts, pour plein de choses. Mais au niveau de l'humour, mais mon Dieu, mais à chaque fois, je ris toujours. Mais c'est un truc de fou. Je veux dire, je connais les vannes par cœur et à chaque fois, je les re-ris derrière. Quoi. Je comprends pas comment c'est possible. Et pareil, donc après, c'est toujours du même réalisateur, donc Le Dîner de Cons. Je trouve qu'après, ça s'est essoufflé quand il a commencé à... Après Tais-toi, en fait. Jusqu'à Tais-toi, c'était très bien. Et après Tais-toi, ça a commencé à être le vide absolu, ces films. Mais j'adorais Le Jaguar quand j'étais jeune aussi. Je ne l'ai pas cité celui-là, mais je le regardais beaucoup quand j'étais petit, sans savoir que c'était de lui. Mais j'adorais Le Jaguar. Après, évidemment, tous les Chabat, en général, je sais que je vais jamais m'en lasser. Je vais toujours exploser de rire devant tous les films de Chabat. Évidemment, est incroyable. Didier me fait trop rire aussi. Là, voilà, c'est tous ces films-là, je sais que ça marche énormément sur moi. Après, là, je suis plus dans les trucs français. Mais j'ai vu 2 fois, moi je l'ai vu que 2 fois, mais j'ai vu 2 fois Super Grave, parce que je l'ai revu pour un podcast du coup. Mais qu'est-ce que je ris devant ce film, mais vraiment aux éclats. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est drôle, Et un autre film aussi qui me fait, pareil, j'ai vu 2 fois aussi, mais qui est beaucoup plus récent, qui m'a beaucoup fait rire, et les 2 fois, j'ai l'impression de regarder un épisode de South Park tellement c'est drôle, c'est Don't Look Up.
Ce Ah. film-là, il me fait rire. Déjà, je le trouve génial au niveau de la critique. Mais qu'est-ce qu'il est drôle au niveau du montage. Ça marche énormément sur moi, c'est les cassures de montage. Et ce film-là joue sur ça pendant tout le long. C'est-à-dire que tu as un moment où tu as la personne qui pète un câble et elle se met à hurler et clac, ça se coupe et ça passe sur une autre scène beaucoup plus calme et machin. Et du coup, c'est trop bien. J'adore ce genre de truc, ça me fait beaucoup rire. Ce genre de. Tu imagines l'autre en train de péter un câble tout seul dans son coin, du coup, pendant que tu passes à une autre scène, quoi. Et c'est très très drôle. Et après, il y a aussi. Si tu veux. Et après, j'arrête sur ça. Mais c'est dans les films anglo-saxons. C'est les films de Kevin. D'Edgar Wright, pardon, pas Kevin Smith. J'aime bien les films de Kevin Smith, mais pas parce qu'ils me font de rire. Non, les films d'Edgar Wright qui me font mourir de rire. Tu me mets la trilogie Cornetto, là, ou Scott Pilgrim vs. The World. Mais ce film-là, débarre systématique, quoi. Il n'y a pas une seule fois où je rigole pas devant Scott Pilgrim, tellement c'est drôle. Là, je t'ai fait un petit panel de plein de choses qui me font rire pour essayer d'aller un petit peu aussi dans différents pays. Alors maintenant, on a fait les larmes, on a fait le rire. Maintenant, est-ce qu'il y a des films qui t'ont particulièrement choqué, perturbé, marqué dans ce sens? Alors oui, évidemment qu'il y a des films qui m'ont choqué. Alors il y a des films que j'ai pas encore osé regarder au niveau du choc, comme Serbian Film, que j'ai toujours pas osé regarder parce que j'ai peur que ce soit trop pour moi. Mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai parce que quand même j'en regarde quand même des films bien glauques et choquants, donc il y a moyen que finalement je m'en fasse une montagne pour pas grand chose. Je sais qu'il va être glauque et choquant, je sais qu'il va me choquer, mais peut-être que je crois que c'est ma limite, mais peut-être que non en fait. Donc il faudra que je teste quand même un jour. Après, je pense aussi qu'il y a des expériences cinématographiques qui sont transformées et plus impactantes à partir du moment où on endosse le fameux rôle de père. Ouais. Et en tout cas, mon frère, je sais que ça lui a fait beaucoup ça, qu'il y a beaucoup de films où il rentre... Mon frère n'est pas quelqu'un qui rentre forcément facilement en empathie ou en transe sur un film. Il est plutôt tendance à rester un petit peu à l'extérieur. Mais depuis qu'il est père, dès que ça touche aux enfants, il va être beaucoup plus sensible sur le sujet, beaucoup plus pris dans le film. Et du coup, c'est peut-être aussi quelque chose qui jouera sur ton expérience. Non, moi c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que justement, pour souffler un peu, je regarde des gosses mourir dans les films. Parce que comme ça me... C'est un côté cathartique. Ouais, exactement. Non, c'est pas vrai, évidemment. J'entends. Mais alors ça dépend. J'ai vu des films où des enfants mouraient, mais de façon drôle, et que c'est fait exprès pour être drôle et pour le côté sale gosse du Irrévérencieux. film, voilà, irrévérencieux. Franchement, là, ça passe, ça va pas me déranger. Mais des films réellement graves, où il y a des enfants à qui il arrive des choses, pas forcément la mort, mais être enlevé, des trucs comme ça, j'avoue que ouais, ça me touche beaucoup plus facilement depuis que je suis parent. Mais en vrai, maintenant que tu le dis, enfin maintenant que j'y réfléchis, j'ai pas de films qui m'ont choqué, seulement des scènes. Donc on en parlera plus tard parce qu'il y a une scène, voilà, il y a une question de scène qui a marqué. Mais je remarque que j'ai pas de film qui m'a choqué dans son entièreté. Mais par contre, depuis tout à l'heure, tous les films où je me dis, je sais que j'ai détourné un peu les yeux parce que j'ai été choqué, mais c'était juste une scène ou deux. Après, tout le film, je le trouve assez... ça passe, tu vois. Mais je crois pas avoir de film réellement... Peut-être quand j'étais plus jeune, des films, tu sais... Ah ben si, oui, si, alors j'en ai un. Parce qu'en effet, c'est le genre de film que tu te dis avoir vu trop jeune, tu sais. Et pareil, avant mes 10 ans, je crois, ou alors juste à tout juste mes 10 ans, j'avais vu le film Ça, comme beaucoup de monde, comme beaucoup d'enfants. J'ai vu le film Ça, le téléfilm, en 2 parties là. Et celui-là, il a fait son petit effet. Hein. Et oui, mais surtout que je sais pas comment ça se fait, mais quand on parle avec les gens, tous ceux de ma génération disent qu'ils l'ont vu très jeune. Et tu vas me dire, mais est-ce qu'il y a eu un consensus entre les parents? On s'est dit, on va essayer de trauma nos gosses. Parce que comment ça se fait qu'on l'a vu tous trop jeunes ce film? C'est pas normal. Ou alors personne savait que c'était un film d'horreur, je sais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que c'est un effet Sausage Party, quoi. Ils ont vu un clown, ils se sont dit c'est pour les enfants, tu vois. Ouais, peut-être. Il y a moyen qu'il y ait une question comme ça. Et c'est vrai que oui, celui-là, en effet, je peux pas dire le contraire, il m'a choqué. Parce que quand j'étais petit, j'ai été traumatisé pendant des années à me dire, mais c'est quoi ce film que j'ai vu? Avec des gens qui... voilà, du sang qui sort du lavabo, ce clown avec un rire horrible. Vraiment, mais tout me choquait dans ce film, quoi. Et j'ai pas eu envie de le revoir pendant très longtemps, quoi. Et tu l'as vu avec tes parents, celui-là, ou tu l'as vu dans un autre contexte?
Non, seul, mais chez mes parents. Je crois que, Hmm. si je me souviens bien, mes parents m'avaient laissé le regarder. Ils Ok. étaient à la maison, quoi. C'est pas que genre je le faisais derrière leur dos. C'est pour ça que après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que c'était délibéré de me montrer un film aussi horrible. Ou alors j'étais plus grand que ce que je croyais et j'ai oublié que j'étais si grand. Mais je crois pas, hein. Je crois pas parce que le film est sorti début des années 90. Et franchement, si je l'avais vu, moi je suis de 88, si je l'avais vu à partir de 2000, je m'en serais souvenu. Vraiment, je l'ai vu plus petit que ça. Donc j'avais 10 ans en 98, donc c'est forcément max de mes 10 ans, quoi. Après, si t'es avec des enfants, si t'es avec un clown, s'ils sont pas renseignés plus que ça peut totalement expliquer le phénomène, hein. Peut-être. À moins qu'effectivement, ils aient vraiment voulu te traumatiser et, je sais pas, t'avais pas rangé ta chambre, peut-être. Mais non, mais comme je disais, c'est vraiment un truc générationnel, quoi. Il y a beaucoup de monde qui l'ont vu trop jeune, ce film. Alors, du coup, ensuite, quel film t'a marqué particulièrement de façon plus large? Un film qui m'a marqué? Pardon, quelle scène de film? Ah oui, voilà, je Autant me pour moi. disais. Oui, alors quelle scène de film c'est une scène. Alors attention, je le dis de suite, je vais spoiler un film, voilà, parce que c'est une scène de fin. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas, vous attendez, vous sautez 5 minutes de podcast, donc vraiment j'aurai largement terminé. Mais pour tous ceux qui veulent pas écouter la fin de... Donc je suis désolé Cassandra. Euh, pour tous ceux qui veulent pas écouter la fin de... C'est Sainte Maud? C'est comme ça qu'il s'appelle? Attends, Ah oui, t'inquiète pas, je l'ai vu. tu l'as vu? Bien. Ok. J'ai eu peur, mais c'est bon. Donc voilà, la fin de Sainte Maud qui m'a bouleversé et qui encore aujourd'hui, ça m'arrive de fermer les yeux et d'avoir cette scène de fin dans la tête, tellement elle m'a choqué en gros. Donc je vais la raconter, même si tu l'as vu. C'est donc pendant tout le long le film, je me suis un peu fait chier. Je trouvais bien, mais sans plus. C'était vraiment ce que je me disais pendant tout le long du film. Donc c'est l'histoire d'une illuminée, c'est clairement ça, c'est une illuminée qui pense être un peu choisie par Dieu, quoi. Et donc elle est complètement asociale, elle s'enferme dans sa baraque. Donc on voit ces tribulations de fille illuminée qui est à fond dans Dieu et machin et tout. Et à la fin, elle est tellement sûre et certaine d'avoir été choisie qu'elle décide de s'immoler sur la plage. Sauf qu'on voit ce qu'elle voit dans sa tête. Et donc elle s'immole et elle a des ailes d'ange qui lui poussent dans le dos et avec la lumière divine qui l'éclaire à travers les nuages. Elle fait ça en public devant tout le monde. Et ça, tu te dis, ok, c'est la fin du film, et ça part sur ce côté métaphorique et machin et tout. Et sauf que la réalisatrice est une putain de connasse et qui décide de nous faire un screamer de malade à la fin et qui nous laisse 5 secondes, mais même pas, peut-être 3 secondes, sur la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on voit un gros plan sur Maud, du coup, en train de brûler vive et de hurler à la mort, enfin, comme ça, de douleur en fait. Et là, tu fais, ok, et ça fait noir. Et là, j'ai fait, mais c'est horrible. Pourquoi pourquoi cette scène? C'était bien de finir sur. Enfin, c'était bien. Non, justement, c'est génial d'avoir fini sur ça, hein. C'est du génie absolu. Mais justement, presque ça m'a fait réhabiliter tout le film, quoi. Non, je trouve le film, encore une fois, voilà, je me dis, j'ai trouvé le film pas assez moyen et assez inégal. Mais cette scène de film, mais qu'est-ce qu'elle m'a choqué. Oh là 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 là, je m'en remets pas. Je m'en remets pas du tout. J'ai encore le cœur qui palpite à 1000 à l'heure, rien que d'en parler en fait. Je sais pas si je pourrais revoir le film pour de vrai. Ou alors, Ah, moi, pour le coup, tu m'as donné envie de le revoir. c'est de le revoir. En tout cas, je sais que je mettrai ma main devant les yeux à la fin, quoi. De peur, en fait. Ensuite, du coup, est-ce qu'il y a des films que tu détestes? Alors, pour la blague, mon film que je déteste le plus, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'est parce que c'est parce que c'est une blague, évidemment, parce que je n'ai pas aimé ce film, en effet, quand j'ai vu au cinéma. Mais je l'ai pas aimé parce qu'il m'a fait souffrir, littéralement. Il m'a ennuyé. C'est pas genre je m'ennuie, je vais sur mon téléphone et je fais autre chose, quoi. Il y a des films qui me font cet effet-là, où je me dis, franchement, c'est chiant. Je suis en train de regarder en ce moment une saga pour une célèbre saga d'action avec des bagnoles pour un podcast. Il y a des moments, je prends mon téléphone, par exemple. C'est bizarre, hein. Laquelle? Et mais voilà, là c'était pas ça. Ce film-là, j'étais à fond dedans. Je l'ai vu au cinéma et j'étais tellement à fond dedans que je me suis jamais autant, mis en face à face avec mon ennui comme ça et à regarder mon ennui dans les yeux. Et je me disais, non, mais ce film-là est en train de me faire souffrir littéralement, quoi. Je sens réellement mon corps s'ennuyer et c'est
horrible. Et voilà, mais pour de vrai, évidemment que c'est un chef-d'œuvre. C'est juste que je n'ai pas aimé. Mais évidemment que c'est pas un film que je déteste. C'est un film qui m'a fait souffrir, machin et tout. Mais, c'est ton expérience des oiseaux migrateurs à toi, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Mais sinon, après, des films que je déteste, pour de vrai, c'est plus, je déteste le côté mercantile. C'est-à-dire des films qui ne méritent pas d'être là, en fait. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais pour de vrai, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, surtout aujourd'hui, il y en a eu à l'époque aussi, dans les années 80, il y a eu énormément de bouse qui avaient été faites juste parce qu'il fallait faire des films, quoi. Mais de surfer sur un succès, donc tout le monde faisait la même chose, en fait, c'était un peu nul. Il y a eu une période comme ça où c'était un peu chiant, et on refait la même chose aujourd'hui. Et c'est vraiment le côté mercantile, comme on disait, on parlait des super-héros et des blockbusters, et de revenir là, de refaire des films juste pour surfer sur la nostalgie, et sans proposer. On peut faire des films en surfant sur la nostalgie, et d'être de bonne intention, et de faire un bon film, et de faire une bonne suite ou un bon reboot. Ça existe en fait. On peut le faire. J'en ai déjà vu, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit, mais je sais que ça existe et que j'en ai déjà vu, ou me dire, franchement, c'était pas mal. Franchement, j'avais peur parce que je croyais que c'était que pour la nostalgie. En vrai, ils sont venus avec quelque chose de solide derrière et ça passe nickel. Donc, évidemment, il y a des. Je veux dire, je ne crache pas sur le principe. Le problème, c'est que les trois quarts du temps, c'est mal fait et c'est seulement mercantile. Et donc, ça m'énerve. Donc, ce sont des films qui m'énervent beaucoup. Et je crois que ce que j'aime pas, mais j'en regarde même pas. Mais je déteste les films qui font exprès d'être des nanars. Voilà, genre Sharknado ou des trucs comme ça. Je déteste ces films-là parce que un nanar, il y a un côté touchant dans le film parce que les mecs, ils essayaient de faire réellement des bons films ou en tout cas des bons téléfilms. Ils essayaient de faire des trucs en disant, moi j'ai vraiment envie de raconter une histoire et de faire un vrai moment d'action et tout. C'est juste que j'ai pas de budget, je sais pas trop diriger mes acteurs, mais voilà, j'ai envie de faire un truc qui tient à peu près la route. Et ils se plantaient, et c'était mal fait, et c'était machin. Mais au moins, il y avait une intention derrière. Sharknado, c'était de base une intention d'être mauvais. C'était prévu. Genre, regardez, on va vous montrer un mauvais film. Et après, tout le truc, genre Asylum et toutes les productions qui ont suivi derrière, parce qu'il y a plusieurs sociétés de production maintenant qui font que ça. Des films exprès d'être fait mal joués, exprès d'être. Et du coup, ben, je déteste ces films-là. Parce que je ne comprends pas qu'on donne de l'argent à des gens qui font exprès d'être mauvais. C'est impensable pour moi. Et voilà, voilà ce que je déteste comme film. Après, il n'y a pas vraiment de films qui me... Il y a un film que j'ai pas fini il y a pas longtemps, que j'ai essayé de regarder pour le plaisir, c'était Les Reines du Drame. J'adore les musiques parce que les musiques sont partiellement faites par Rebecca Warrior. Et c'est un truc entièrement LGBT. Et je me suis dit, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film entièrement LGBT. Et il a l'air fou aussi. Ça avait l'air d'être un film très rythmé et LGBT, mais genre à fond, quoi. Avec des drag queens, avec des gens hyper. Exubérants, c'est ça. Et vraiment tout ce qu'on peut imaginer de plus excessif. Quand on imagine une La Folle ou quoi que ce soit, ça avait l'air d'être ça, tu vois. Et je me suis dit, ce côté un petit peu. J'ai un peu cocaïné comme. Moulin Rouge, mais version LGBT, quoi. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas? Ça va être mon truc. Eh ben, déjà, autant j'aime pas Moulin Rouge, et je comprends parce que j'avais dit, ça me faisait penser à ça quand j'avais vu la bande-annonce. C'est exactement ce genre de truc, ça ne s'arrête jamais. Et au bout de 15 minutes, j'ai arrêté le film, en fait. Je me suis dit, je supporte pas ça. Ça me saoule à regarder, ça m'énerve, en fait. Ça m'énervait réellement. Je me disais, c'est pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est que ça ne marche absolument pas sur moi. Je déteste le jeu des acteurs tout le temps, justement, exubérant et dans l'excès, dans le... Oh là là, ça m'a saoulé. Donc voilà, ça c'est le genre de truc, voilà, c'est ma dernière expérience qui m'a vraiment énervé, c'était ce film-là. Et que j'ai arrêté. Et je suis dégoûté parce que, encore une fois, j'adore les musiques, j'adore l'univers, j'aurais adoré ce film. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Faudrait que j'essaie de le regarder en entier quand même, mais voilà. Intéressant, parce que franchement, avec ton profil et avec ce que t'aimes comme film, je sais pas, je t'aurais bien vu aimer Moulin Rouge. Pas adoré, mais au moins apprécié, parce que je trouve qu'il y a... Je sais pas, alors pas du tout sur l'aspect technique, parce que là-dessus je suis une quiche, mais sur l'aspect rythme, musique, le côté un peu déjanté, le côté... Tu vois, je trouve qu'il y a... Je sais pas, il y a comme un les petit trucs peu de Damien du Chazelle, Damien quoi. Chazelle. Ouais. Voilà. Peut-être que j'aurais essayé. Moi, je sais que c'est le côté Damien Chazelle. Pour moi, ce que j'aime avec ce rythme et ce truc, c'est que ce n'est pas fouillis. C'est techniquement ultra millimétré, tu vois. Ce que j'ai C'est beaucoup épileptique, mais c'est pas chaotique.
Ouais, c'est ça. Je trouve pas ça chaotique du tout. Je trouve que tout est maîtrisé de bout en bout et millimétré, mais même les plans de caméra, les trucs, tout est parfaitement cadré, tu vois. C'est vraiment très bien fait, quoi. Je trouve que Hmm. j'ai beaucoup de mal avec le. J'avais aussi regardé la série qu'il avait faite là sur Netflix, j'ai perdu le nom, avec les gens qui passent du funk au rap là. Et Moulin Rouge, c'est ce côté-là. Moi, justement, techniquement, c'est très, très fouillis, c'est très brouillon. Ça va dans tous les sens, ça ne s'arrête jamais. La caméra va n'importe où, elle est nébuleuse, le rythme et le montage, il est frénétique. Et, euh, et presque, comme tu dis, c'est chaotique en fait. Et ça m'essouffle. Et j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais il faudrait que j'essaie de le revoir. Pour de vrai, ça fait très longtemps que je l'ai pas Hmm. vu. Ça fait au moins une bonne quinzaine d'années, je pense, hein. Ah, Donc voilà. peut-être qu'à tout hasard, il popera dans une future émission de réhabilitation. C'est possible, carrément. Oh bon, il n'y a pas besoin de le réhabiliter celui-là. Ah si, réhabilitation personnelle, oui, Voilà. c'est vrai, complètement. Du coup, ensuite, est-ce que chronologiquement, est-ce qu'il y a des acteurs, des actrices, des réalisateurs qui t'ont parlé davantage à des périodes de ta vie différentes? Alors oui, alors c'est justement sur ça que j'allais venir tout à l'heure. Bon, déjà quand j'étais petit, c'était les Disney. J'essayais de... Enfin, c'est pas j'essayais, ma mère avait la collection de toutes les cassettes de Disney, donc c'était possible. Voilà, je me faisais tous les Disney, le but c'était de tous les voir. Après, en grandissant, donc adolescent, je suis tombé sur Édouard Main d'Argent. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable, j'adore cette ambiance gothique et chelou et tout. Et après, j'ai regardé, je sais plus quoi, Sleepy Hollow, peut-être en second. Et là, j'ai fait, ok, donc j'adore cette ambiance gothique, réellement, c'est juste un truc de fou. J'avais jamais vu ça avant. Je veux savoir qui c'est. Et là, que j'ai vu que c'était Tim Burton. Et je me suis dit, ok, je veux voir tous les films de Tim Burton. Et c'est là que j'ai commencé à suivre les filmographies de réalisateurs. Et c'est avec lui que j'ai commencé, comme beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé par, dans beaucoup de cinéphiles qui ont commencé, parce que comme il a une patte d'auteur très marquée, et tellement marquée, parce qu'il y a des auteurs, tu le sens moins, parce que tu te dis, la patte est moins marquée, elle est plus subtile, genre des auteurs comme Nolan ou Denis Villeneuve. C'est plus subtil le fait que ce soit un auteur, et qu'il y ait des thèmes assez récurrents dans leurs films, etc. Et puis ça implique une Burton, certaine connaissance du cinéma, alors que la ouais. patte de Burton, elle est avant tout esthétique. Exactement, c'est ça. Lui, tu le vois de suite. Enfin, c'est impossible. Si c'est pas un film de Burton, tu dis de suite c'est copié de Burton, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, c'est vrai que lui, son univers, voilà, m'avait fasciné à l'époque. Et après, en suivant, j'ai commencé à aller vers Quentin Dupieux quand j'avais découvert Rubber. Et je me matais tous les films de Quentin Dupieux. Je disais que Rubber était mon film préféré et je venais de découvrir le cinéma absurde du coup. Et ça, c'est pareil, ça m'avait foutu un truc de fou. Et en suivant, j'ai fait que ça, de découvrir, de passer de réalisateur en réalisateur. C'est un truc qui... J'adore me taper des filmographies. Il y a eu David Lynch qui a été très important. Il y a eu... Eh bien, récemment, donc pour la rétrospective, Denis Villeneuve, bon, je ne sais pas si elle est sortie quand l'épisode sortira de ce qu'on est en train d'enregistrer là maintenant. Mais bah, je le découvre maintenant avec énormément de plaisir. C'est pas un réalisateur que je trouve fabuleux comme enfin si je le trouve fabuleux, je trouve incroyable ce qu'il fait, mais Il te il me parle touche pas moins, forcément il me autant touche que moins. d'autres. Ouais, c'est ça, Mhm. il me touche moins que d'autres comme David Lynch ou quoi que ce soit qui m'ont vraiment touché. Et après il y a David Cronenberg aussi que j'essaie de rattraper petit à petit. Je me fais pas tous ces films d'un coup. Donc bien sûr il y a eu Damien Chazelle, mais il a fait très peu de films donc ça va. Mais David Cronenberg qui a fait je sais pas une vingtaine de films peut-être, donc je les regarde vraiment petit à petit ces films. Et en ce moment, j'essaie aussi de me mettre sur la filmographie de Joe Dante, parce que je remarque que j'aime énormément ce réalisateur, donc, qui a réalisé Gremlins, qui a réalisé... et en fait, je remarque que j'ai regardé beaucoup de films de lui petit, parce qu'il a fait aussi Small Soldiers. Ah, Il a j'aime bien f- celui-là. Ouais, j'adore, avec Gremlins 1 et 2, qui sont assez incroyables. Et j'avais découvert il n'y a pas longtemps, enfin, je l'avais su, mais je l'avais oublié, je pense, que c'est lui qui avait réalisé un film que j'aime beaucoup aussi et que je regardais petit. Eh ben si, ben, L'Aventure intérieure. Et L'Aventure intérieure, c'est pareil, quand j'étais petit, je le regardais beaucoup ce film, j'adorais ce film. C'était, je sais pas si tu le connais. Non. Et c'est un film en gros où un mec invente le fait de se faire miniaturiser. Et en fait, le but c'est qu'il aimerait se faire miniaturiser pour entrer dans le corps d'un lapin pour voir comment c'est foutu à l'intérieur du corps et voir tous les moindres détails biologiquement de comment c'est foutu. Sauf qu'il veut se faire voler son invention
et donc il y a quelqu'un qui le sauve et qui prend l'aiguille dans laquelle il est enfermé avec son petit vaisseau et il va le mettre dans le corps d'un gars lambda dans la rue en fait. Et donc lui, au début, il croit qu'il est dans un lapin. Il comprend vite que tout le système qu'il voit, c'est pas du tout le corps d'un lapin. Et en fait, le but, ça va être d'essayer de sortir de ce corps et de comprendre tout ce qui se passe. Et donc, il va réussir à communiquer avec lui en se branchant directement à ses oreilles, etc. C'est trop bien. J'adore ce film. Il est trop fun, trop cool. Et c'est lui Intriguant, aussi en tout qui avait cas. réalisé les Looney Tunes Passe à l'action. Et je sais que quand j'ai découvert ce film, j'ai trouvé ça trop cool. Je me disais, mais ça faisait longtemps. Mais depuis. J'ai rarement été attiré. Enfin, si, j'étais attiré par les films qui mélangeaient live action et dessin animé, mais je trouve que c'était rarement bien fait. Depuis Roger Rabbit, qui est aussi un de mes films cultes d'enfance, mais je trouvais qu'il n'y en avait aucun qui était aussi bien fait que Roger Rabbit. Et ben je trouve que les Looney Tunes Passent à l'action fait partie de ces films que je trouve aussi bien fait que Roger Rabbit. Voilà. Donc je sais faudrait que je le revoie. Et là il y a pas longtemps j'ai découvert Panique sur Florida Beach. J'ai pas adoré mais il est franchement bien. C'est très marrant. Tout se passe dans un cinéma et c'est assez rigolo. Et voilà tu sens que c'est un cinéphile geek qui fait des films en fait et ça c'est trop kiffant, voilà. Mais voilà, petit à petit j'ai mes petits réalisateurs comme ça. Et en acteur un peu comme tout le monde, j'ai eu Jim Carrey quand même, hein, que j'ai beaucoup regardé, Robbie Williams et j'ai fait la même faute que toi. Robin Williams que j'ai adoré regarder tous ses films aussi, avec mention spéciale à Dr Patch. Et je n'ai toujours pas regardé L'Homme Bicentenaire. Je sais qu'il faut que je rattrape cette erreur. En plus, Jérémy lui aussi a dit que c'était très bien. Donc, Je contamine les gens petit à petit, tu vois, une étape ouais, après c'est l'autre. ça. Et donc, ouais, je sais que ce sont des films qui me touchent beaucoup. J'ai montré Flubber il y a pas longtemps, avant-hier à mes enfants. Bon, je trouve le film très mauvais, en vrai. Mais bon, c'est toujours content de voir Robin Williams. Ça fait même partie de... C'est la première fois que la mort d'une star m'a réellement touché et fait quelque chose. C'est-à-dire que généralement, les stars qui meurent, je me dis, oh, c'est dommage, mais je m'arrête à c'est dommage. Je m'en fous, en fait, je le connais pas. Mais lui, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un que je connaissais. C'était tellement j'avais grandi avec ces films. Je pense qu'il a fait cet effet-là à tout le monde parce que déjà, quelque part, comme c'était quelqu'un de très émotionnel et qui mettait beaucoup de lui dans ses films, c'était un peu comme Johnny Depp montre de Ouais. lui-même, en fait, à travers une facette récurrente dans ses personnages. Robin Williams le faisait aussi, mais avec une facette qui était constamment touchante, constamment entre l'enfance et l'adulte. Et qui montrait qui montrait une sensibilité exacerbée du personnage entre guillemets. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que ça a fait ça à beaucoup de monde, surtout en sachant que dans son cas, c'était un suicide, il me semble. Un suicide, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est aussi beaucoup ça qui a touché. C'est que les gens pouvaient pas imaginer qu'un mec qui passe son temps à faire le clown se suicide. C'est horrible comme de se dire mon Dieu. Et d'ailleurs, de revoir, je sais pas si tu l'as vu celui-là. Le film où il meurt justement, ses enfants meurent dans un accident de voiture. Du coup, sa femme se suicide et lui, il meurt dans je sais plus comment. Enfin, tout le monde meurt quoi. Et du coup, tout se passe dans l'au-delà. Et au-delà, il me semble. Non, attends. C'est au-delà de nos rêves. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves. Et je trouve ça fou parce que je me disais que ce film-là a dû tellement lui parler. Si c'était réellement quelqu'un qui avait des idées suicidaires, je pense qu'il les avait depuis longtemps. Et il y a moyen que ce film-là lui ait parlé de fou, tu vois. De toute façon, je trouve que les figures qui mettent un point d'accent sur l'humour ont souvent tendance en fait à avoir développé l'humour pour masquer une vulnérabilité présente. On le voit avec des personnalités comme Jim Carrey. C'est du clown triste. Ouais. C'est ça, et son côté maniaco-dépressif, ou même encore Alexandre Astier, pour prendre un exemple bien français, et le fait qu'il ait fait à la fois Kaamelott et à la fois le fait que la dépression soit un sujet qu'il ait particulièrement besoin d'aborder, et où on voit que c'est un sujet très personnel pour lui. Après, il y a eu Johnny Depp, évidemment, comme aussi beaucoup de monde. Là, je vais rester dans les mainstream, hein, parce que j'ai pas d'acteur niche que j'adore. Surtout que maintenant que je regarde des trucs
et que je le regarde et je me documente beaucoup sur le cinéma, il y a des acteurs, tu sais, de films un peu plus niche, des acteurs de films d'horreur, des trucs comme ça, que des gens vont dire putain, j'ai cet acteur qui fait ça depuis très longtemps et machin et tout. Moi, j'ai pas ce truc-là. C'est vrai que des acteurs qui me marquent beaucoup, ce sont des acteurs ultra mainstream, ils les regards du temps. Après, en fille, si, moi j'ai eu un énorme crush pour Christina Ricci. Et c'était une fille, je voulais voir tous ses films, quoi. Je me disais, mais cette actrice, elle est avec ses grands yeux là, elle me mettait dans un état d'inquiétude constante qui me plaisait beaucoup, en fait. J'adorais, parce que je savais toujours que si j'allais voir un film avec Christina Ricci, j'allais voir un film qui m'amènerait dans un côté étrange, en fait. J'avais toujours ce truc-là. Après, j'ai eu aussi énormément de trucs sur Kirsten Dunst, parce que j'ai grandi avec elle, tout simplement. Donc j'ai grandi avec elle comme si c'était une copine à moi. J'avais commencé avec Jumanji, après avec Small Soldiers, après avec Virgin Suicide, etc. Et en fait, à chaque fois que j'avais, elle doit avoir quoi, 5-6 ans de plus que moi peut-être, bon peut-être un peu plus. Mais j'avais cette sensation de grandir avec elle, en fait, de regarder ses films à peu près quand ils sortaient. Étape par donc, étape. du coup, voilà, ouais, c'est ça. Donc ça a été un truc aussi. Après, il y a eu... Moi, je crois qu'un de ces films qui m'a le plus marqué, c'est Entretien avec un vampire. Ah, ouais, mais je l'ai vu sur le tard, lui. C'est vrai que je l'avais pas découvert quand elle était petite, du coup. Mais ouais, j'avoue, j'adore ce film. Et puis sa scène, sa dernière scène, est horrible. Donc oui, bien sûr, Oui. c'est incroyable de faire jouer ça à un gamin, encore une fois. Tu vois, des fois, je me dis, on fait toujours attention à ce qu'on montre à des enfants. Par contre, ce qu'on fait jouer à des enfants, parfois, je me dis, c'est encore pire. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, je suis moins attiré par les acteurs, mais il y en a quand même quelques-uns, je pense, des acteurs et des actrices où je suis toujours content de les voir, on va dire. C'est qui? Bien, Jet Li, évidemment. Jet Li, mon amour dans le cinéma d'art martiaux, c'est lui. Même pas de jeunesse, en général. Dès que je vois Jet Li, je suis un homme heureux. Maggie Gyllenhaal aussi. Quand je l'ai découverte dans... j'ai pas vu beaucoup de films avec elle, mais dès que je voyais un film avec elle, j'étais super content. C'était dans l'incroyable destin d'Harold Creek. Non, pas l'incroyable. L'incroyable destin d'Harold Creek. Je l'avais découvert dans ce film et j'avais adoré son personnage anti-système, etc. et tout. Après, je l'avais découvert dans un autre film, c'était Hysteria, qui a le pire titre en français du monde, qui s'appelle Oh My God, parce que ça parle de l'invention du God, et donc ils l'ont appelé Oh My God, alors que le film s'appelle Hysteria en anglais, parce qu'à la base, le God avait été créé pour soigner ce qu'on appelait l'hystérie, qui était spécialement féminine, donc du coup, parce que hystérie vient de l'utérus, du coup. C'est un film qui est un poil plus profond, sans mauvais jeu de mots, que juste, mais dis donc, on invente des godes. Non, c'est pas que ça. Et en plus, ce film, il y a plein de moments où en fait, il se permet de pas être drôle du tout, et qui va plus être sur le côté féministe du film, en fait, ce côté, mais non, enfin, c'est horrible, il n'y a pas de maladie qui s'appelle l'hystérie, en fait. Les trois quarts du temps, ce sont des femmes mal dans leur peau et dans leur couple, et c'est la faute des mecs, en fait, si elles sont comme ça. Et l'hystérie, ce que vous appelez l'hystérie, c'est inimaginable. Enfin, bref. Et ce film est bien, et dans ce film-là, elle m'avait marqué aussi. À chaque fois que je la vois, je suis plus ou moins content. Dans Le Sourire de Mona Lisa aussi, que j'avais. Et en plus, là, il y a et Kirsten Dunst et Maggie Gyllenhaal. Donc, très ravi. Une paire de coups. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'actrice un peu plus vieille, je pense, qui m'a marqué. Et un acteur un peu plus vieux aussi, parce que là, j'ai pris quand même bon, Johnny Depp, ça commence à dater, hein, mais genre de vieux acteurs, non plus. Je pense pas avoir eu... Pierre Richard. Pierre Richard, oui, si. Pierre Richard, même encore jusqu'au film de Pef, là, qui le mettait en scène et tout. J'étais content de voir Pierre Richard. Pierre Richard, c'est vraiment un acteur que j'ai beaucoup suivi. Me voilà. Du coup, pour la suite, est-ce que quelles sont tes pires et tes meilleures expériences de cinéma en salle? Alors, il y a eu une expérience cinéma en salle qui est une de mes préférées, mais qui n'était pas pour un film. C'était pour la saison 3 ou saison 4, je me souviens plus, de HeroCorp, en avant-première au Grand Rex à Paris. J'étais à fond, déjà, parce que c'est le genre de
de trucs où il y a que des fans qui viennent. Et c'est une série qui avait été sauvée par ses fans. Parce qu'il n'y a eu que 2 saisons. Il n'avait pas le budget pour continuer. Et les fans ont tellement insisté que des années après, il avait réussi à trouver des financements grâce à France Télévisions et tout. Et de pouvoir reprendre la série pour la boucler avec 3 saisons supplémentaires du coup. Et les fans étaient à fond, quoi. De le retour d'HeroCorp avec une conclusion et tout. C'est tout ce qu'on attendait, parce que ça finissait sur un cliffhanger en plus, le 2. Voilà, du coup, il devait y avoir une effervescence toute particulière dans la salle. Exactement. C'était un truc de fou à quel point ça faisait monter la sauce. En plus, il y avait tous les acteurs du cast, enfin tout le cast, pardon, qui était invité. Et moi, j'étais sur les balcons et j'étais juste à côté du cast. Et donc, il y avait genre Lionel Astier et tout à côté de moi. Enfin, j'en pouvais plus, je regardais de côté, mais je regardais la série. Mais en même temps, je regardais de côté. Je me disais, mais mon Dieu, ils sont juste là. C'est un truc de fou. Mais au-delà de ça, c'est un détail, mais vraiment ce que j'ai aimé. Il y a par exemple une phrase très connue, enfin un mot très connu, un gimmick dans la série, c'est Klaus, donc joué par Alban Lenoir, qui crie Pinage très fort. Et t'as tout le monde qui hurle Pinage dans la salle, et t'as tout le monde qui rit, et tout le monde qui applaudit, et c'est... Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien, des salles comme ça, c'est un truc de fou. J'adore cette effervescence-là que ça donne. Pareil, j'avais vu un film, mais là c'était en festival, donc dans un festival de métal, le Download Festival, mais version France, qui a duré que 2 ans là. Au camping, ils diffusaient de films le soir après quand le download était terminé. Et on avait regardé des films à la con, c'était que des nanars, des trucs comme ça quoi. On avait regardé un film, c'était À la recherche de l'ultrasex de Nicolas et Bruno, qui est donc Nicolas et Bruno, ceux qui ont fait un message à caractère informatif ou La personne à voix de personne. Ils sont connus pour faire des voix et de redoubler les films en fait, en gros. Ils font du détournement, ce qu'on appelle du détournement. Et ils faisaient ça avec des trucs de films d'entreprise pour une petite série du coup. Et là ils ont fait qu'avec des films érotiques des années 70-80 ultra cheap. Et ils ont essayé de faire, donc ils ont fait un montage de fou avec je sais pas combien de films, en mettant une cohérence dans le scénario et en doublant tout. Et là c'est pareil, comme tout le monde est à moitié bourré, après hyper fatigué après un festival de métal, t'as tout le monde qui participe et qui gueule et qui rigole et qui machin. C'était trop bien, j'ai adoré cette expérience de cinéma. Et après sinon, des mauvaises expériences de cinéma, c'est plus des bricoles en fait. J'ai pas eu une expérience catastrophique. Ouais, c'est ça. Mais c'était plus des moments avec des gens chiants. Je me rappelle de quand je regardais, j'étais allé voir je ne sais plus le combien de Hunger Games au cinéma. Et il y avait un mec de mon lycée, de ma classe en plus, qui était là avec ses potes. Et qui parlait fort et qui arrêtait pas de se foutre de la gueule du film et machin. Et déjà j'avais honte de me dire qu'en plus ce mec est à ma classe quoi. Et il m'insupportait. Et il y a un moment dramatique où Katniss se met à pleurer. Et Jennifer Lawrence, qui est une actrice, je ne l'ai pas citée, mais pareil, je trouve que c'est une actrice incroyable. Et même dans toutes celles que j'ai citées, autant les autres, je les aime parce que j'ai grandi avec et parce qu'elles ont une aura particulière qui fait que j'adore suivre leur travail et tout. Autant Jennifer Lawrence, je trouve que c'est une putain d'actrice. Je trouve qu'elle est grandiose. Et d'un moment, elle se met à chialer, et quand elle chiale, elle a l'air de vraiment chialer. Il y a la morve, il y a la bave, enfin voilà les trucs et tout. Et t'as le mec qui se met à il y a la morve. Ça me gâchait tout le moment dramatique en fait. Je me disais, mais quel connard, arrête. Oh là là, c'était horrible. Et pareil, il y a pas longtemps, c'était une expérience aussi, mais c'était l'année dernière, je crois, où quelqu'un parlait derrière moi, mais il parlait en chuchotant. Donc, mais il se parlait à lui-même et il arrêtait pas. Oh là là, c'était désagréable. Et en fait, je l'ai laissé faire jusqu'à la fin. Et je me suis retourné à la fin. Je lui ai dit avec plus de bienveillance possible, je fais juste comme ça. Là, ça va que je sais plus ce que j'avais regardé. Je crois que le film, j'avais pas assez aimé pour être désespéré. Et je lui ai dit, ça va que là, je vous ai rien dit et que je voulais pas gâcher le truc ou quoi que ce soit et je voulais pas m'énerver parce que voilà. Par contre, vous avez passé votre temps à parler et à faire du bruit. Vraiment, je vous le dis pour la prochaine fois, ne faites pas subir ça à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Et il m'a dit, pardon et tout. J'aurais dû lui dire, hein, mais bon, voilà. Ouais, plus difficile au milieu du film, surtout que tu sais jamais si le gars va pas faire un esclandre ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça, mais au pire, si tu fais un esclandre, t'as envie de dire, c'est pas mon problème en fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui osent dire, chut, au moins juste ça, tu vois. Du coup, est-ce qu'il y a un film que t'aurais particulièrement voulu découvrir au cinéma à l'époque de sa sortie et où t'as pas eu l'occasion? Ouais, alors là, Retour vers le futur, je pense. C'est un film que j'adore, une trilogie que vraiment j'adore. Et je me dis, avoir, j'aurais adoré avoir l'effervescence des trois, tu sais, d'atteindre le 2 d'atteindre le 3 et tout, d'être à fond dans ce moment-là où tout le monde avait découvert ce film, qui pour moi est une pépite absolue. Mais je me dis, de découvrir ça au cinéma pour la première fois, tu dois te dire, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est drôle, c'est inventif, c'est bien écrit, narrativement c'est incroyable. Parce que c'est vraiment un film qui est narrativement incroyable. Le fait d'avoir, tu sens que les trois ont été écrits en même temps pour que les trois puissent se répondre tout le temps. C'est du Nolan, hein, le machin. mais, mais non, non, l'écriture est dingue. Et c'est au moindre détail, du moindre panneau qui a un rapport avec, dans le deuxième, tu vas retrouver ce panneau, mais détourné parce que dans le futur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est génial, quoi. C'est vraiment du génie absolu. Et ouais, j'aurais adoré découvrir ça au cinéma à l'époque, quoi, avec l'effervescence que ça a pu donner. Et après, on va dire tous les films. Là, on va dire que c'est celui-là ma réponse. Mais pour de vrai, après tous les films qui ont donné une effervescence. Vraiment, tous ces films où tout le monde parlait que de ça à l'époque en sortant du film, quoi. J'aurais adoré découvrir ces films-là à chaque fois au cinéma. Même si je suis pas un fan de Star Wars, j'ai vu qu'une seule fois chaque film et ça m'a suffi. J'ai pas envie de les revoir parce que c'est bien, mais je m'en fous. Mais quand même, à T'aurais aimé l'époque, découvrir le Je suis ton père sur le coup, quoi. ouais, mais c'est ça. Quand tout le monde a découvert ce film, je me dis, ça devait être tellement dingue que je pense que j'aurais été fan du coup de la saga. De me dire, j'aurais découvert ce film-là en même temps que tout le monde, avec une révolution pareille. Ouais, j'aurais été à fond. Après, bien sûr, les grands classiques, comme tu disais, Jurassic Park, etc. Ça, c'est ce genre de film, tu peux te dire, mais évidemment, ça c'est. Tu découvres ça à cette époque-là au cinéma. Titanic, je l'avais découvert au cinéma, donc ça c'était bon. Mais voilà, on va rester sur Retour vers le futur. Et par curiosité, t'essayes de réitérer ce côté événementiel dans les sagas quand tu les montres à tes enfants ou tu leur fais voir tous les films d'un coup? Pour l'instant, non. J'arrive pas à voir, à leur montrer des films qui pourraient créer ce côté événementiel. Parce que j'aurais pas montré de chef-d'œuvre en fait encore. Mec, Ils- ne serait-ce qu'avec ton plus âgé, tu citais L'Âge de glace. Il a vu les 5 là Ouais. déjà ou Ouais, ou il a vu les 5, tu ouais. espaces? Ok, Non, ça non, il a marche. vu les 5 et il en a vu quelques-uns plusieurs fois, mais malheureusement, c'est les plus mauvais. Parce que c'est ceux qui le font le plus rire. Et moi, à chaque fois que je vais devant, je fais mon Dieu, c'est catastrophique et je me barre. Ce sont mais les deux seuls que j'aime bien, c'est le 1 et le 3. Le 1 est génial. Enfin, génial. Et encore même, le 1 n'est pas génial, quoi. L'âge de glace, c'est bien, mais je trouve pas ça non plus. C'est pas Shrek, quoi. Mais non, non, le côté événementiel, on le vit avec mes enfants, avec d'autres trucs, bah, comme je disais, avec les BD Picsou, avec le dessin animé Gravity Falls aussi. Parce que je leur montre à quel point ce dessin animé est un chef-d'œuvre, en fait. Je leur montre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent pas, parce que c'est pas très connu. Et je leur montre à quel point c'est un chef-d'œuvre en tout point, en tout cas à mon grand, en lui disant, mais regarde tous les détails. En fait, ils les ont tellement regardés maintenant qu'ils les connaissent par cœur. Je fais, mais maintenant, regarde tous les détails. Dès que tu mets pause à cet endroit-là, tu vois un code avec un message caché. Si tu le traduis, tu vas découvrir un secret qui, petit à petit, vont te faire découvrir un truc qui est révélé au milieu de la saison 2. Et en fait, c'est un truc de grand malade pour un dessin animé pour gosses. C'est travaillé au poil de cul. Tout est... Oh là là, c'est vraiment le créateur de cette série, ça m'a tué qu'il ait fait ça pour un dessin animé pour gosses, encore une fois. Un truc pour adultes, ça ne m'étonnerait pas. Pour les enfants, et j'ai essayé de lui montrer ça et ce côté plutôt événementiel de à quel point, malheureusement, c'est pas un truc, c'est niche malheureusement, mais à quel point c'est grandiose en fait. Je guette les trucs qui pourront devenir événementiels pour eux, par exemple. On est allé voir Flo au cinéma. Et Flo a vraiment révolutionné quelque chose dans le monde du cinéma d'animation. Le fait qu'il soit entièrement muet, etc. Et qu'il soit beau comme pas possible. Et j'étais content d'aller le voir au cinéma avec eux parce que je pense qu'ils comprendront plus tard qu'ils ont vu un film qui a vraiment marqué et qui est important. Parce il est encore pas mal rediffusé et tout au cinéma. Il a vraiment marqué ce film. Et il y a des films comme ça que je vais guetter, ou des séries aussi, par exemple la série Harry Potter. Autant moi, je suis pas ultra hypé, je suis curieux, mais pas hypé.
autant je me dis, eux, ils vont grandir avec cette série. Nous, on a grandi avec les films et eux, ils vont grandir avec la série, quoi. Donc, Et les films, t'as pensé à faire une diffusion justement peut-être un peu événementielle, à les garder pour des occasions particulières? Alors je dis pas les espacer d'un an à chaque fois comme ça a pu être le cas pour notre génération, mais peut-être les garder pour des événements un peu plus marquants, histoire de les espacer un peu? bah, ça pourrait Surtout être... pour toi qui as aimé les films Harry Potter. bah, ça pourrait être super bien de faire ça. Mais après, les espacer d'un an... Bah, en fait, ça dépend, parce que je me dis, si mon fils, on lui montre le premier jeune, genre là, à 8 ans, parce que le premier, ça passe à 8 ans, et ben, le problème, c'est qu'il va devoir attendre déjà pour regarder le 2, parce qu'il est déjà un peu plus dark, et le 3 encore plus dark, et on ne peut pas tous lui montrer d'affilée. Donc, c'est vrai que si on lui montre, on sera un peu obligé de lui montrer comme nous, on l'a vu. C'est-à-dire en attendant un an et demi entre chaque film. Non, après, à partir de 12 ans, tu peux tous les regarder, tu vois, donc ça va. Mais après, là, le truc, c'est que avec sa maman, nous sommes donc séparés, et elle est fan aussi absolue de Harry Potter, donc il va y avoir un peu une bataille de qui lui montre. Je pense que ce sera des moments où on va se retrouver en famille pour le regarder à plusieurs, parce que ça va être compliqué sinon. Ça peut être encore mieux, hein. Du coup, la réunification de la famille qui va, ça crée un événementiel en soi, hein, Ouais, si c'est jamais clair. vous vous réunissez pas autour d'un film tous les 4 matins. Non, on s'entend très bien, mais c'est vrai qu'on regarde pas de films ensemble non plus, mais Harry Potter, il y a moyen, ouais. Ensuite, quelle adaptation aimerais-tu beaucoup voir à l'écran? Ah là là. Alors, j'en ai parlé 3 fois depuis le début du podcast, enfin de l'enregistrement. La jeunesse de Picsou. Clairement, je sais que Don Rosas, clairement, il a dit c'est mort, jamais de ma vie je veux voir ça à l'écran. Mais moi, je veux voir ça à l'écran, mon Dieu, je veux voir la jeunesse de Picsou en film d'animation, mais pris au sérieux. Je veux pas qu'on l'édulcore. Le problème, c'est pour ça que Don Rosas ne veut pas, parce qu'il sait que Disney va en faire un truc à la On va Disney. lisser le truc. Et ah ouais, ils vont le rendre tout nul. Je veux dire, dans la jeunesse de Picsou, il y a des moments un peu durs, quoi, avec la mort des parents, etc. Moi, il y a une scène qui me marque énormément, c'est la mort de la mère. La façon comment on l'apprend, en gros, il y a Picsou qui est attaché par des méchants à un bateau. Et les mecs, ils lui volent ses lettres qu'il vient d'aller récupérer. Parce qu'il récupère les lettres tous les mois ou des trucs comme ça pour avoir des nouvelles de ses parents et tout. Et il récupère ses lettres et en fait il lit les lettres, il fait oh ben ça c'est machin, il fait oh ben non, ben attendez, on va arrêter de se moquer de lui, on va pas commencer à se moquer de quelqu'un qui vient de perdre sa maman. Et là je fais what? Et la façon voilà, de dire comme ça que sa mère est morte, juste que c'est à travers un méchant qui est en train de se foutre de lui. Mais jamais dans un Disney ça passe en fait. Bon, Picsou leur pète la gueule du coup en suivant, hein, tellement il pète un câble. Mais ouais, il y a plein de moments comme ça un peu durs et tout qui sont incroyables et merveilleux, et je suis sûr qu'on pourrait faire des super films d'animation, genre une belle trilogie, parce il y a 12 histoires, et je pense que tu fais 4 histoires en un film, ça passerait nickel. Il y a énormément d'aventures, c'est drôle, c'est beau, enfin voilà. Ça j'adorerais. J'adorerais voir Monkey Island, mais en série peut-être, plus qu'en film. Mais ça me ferait marrer de voir... alors, Pirates des Caraïbes a beaucoup emprunté aux jeux vidéo, pour de vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on voit. Par exemple, le coup du chien avec l'os, là. Ben, ça vient de... Non, ça vient de l'attraction, je crois. Mais il y est aussi dans Monkey Island. Mais je sais que j'avais entendu dire que le film s'est aussi pas mal inspiré du jeu Monkey Island. Mais ouais, mais un jeu entièrement Monkey Island en film ou en série, qu'est-ce que ça me ferait mourir de rire. Et le côté aventure et surtout le côté comique, parce que c'est plus comique que aventure. Mais je pense que c'est ça me plairait énormément. Ouais. Ça, c'est vraiment les 2 gros trucs que je rêverais de voir adaptés à l'écran. Et du coup, du haut de ta longue expérience cinéphile, qu'est-ce que le cinéma représente pour toi, et même, est-ce qu'il a représenté des choses différentes à certaines étapes de ta vie? Bah, il a juste représenté 2 choses différentes. C'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, quand je suis passé à cinéphile, on va dire, avec The Truman Show. Mais on va dire, au début, ouais, j'étais très cinéphage et j'adorais regarder des films parce que c'était vraiment des trucs il y avait rien qui me divertissait mieux qu'un film. Devant les séries, devant les jeux vidéo, devant les BD, devant les livres. Le cinéma m'a toujours plus diverti que n'importe quel autre art. Même devant la musique, quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, avec la musique, on est quand même presque à égalité. J'aime presque autant écouter de la musique que regarder des films.
c'est vrai que maintenant, c'est réellement de la cinéphilie pure, c'est-à-dire que, enfin, ma cinéphilie et ma manière de consommer, en tout cas, elle est différente dans le sens où je ne vois quasiment plus que par le prisme du technique. Quand je regarde un film, je me l'analyse et le décortique essentiellement techniquement. J'essaie de regarder l'image, j'essaie de regarder la couleur, j'essaie de regarder les plans de caméra, j'essaie de comprendre les intentions de réalisation derrière, narrativement, esthétiquement. Qu'est-ce qu'il essaie de me montrer? Est-ce que si c'est une scène d'action, pourquoi c'est bien filmé? Pourquoi c'est pas bien filmé? Est-ce que il y a une belle scène, par exemple, petit détail, mais les Trois Mousquetaires, incroyable scène d'action avec des chorégraphies de grands malades. Par contre, c'est filmé à la truelle. C'est très moche, c'est dégueulasse, la caméra va dans tous les sens. Et t'as envie de dire, mais si c'est pour très mal filmer une belle scène d'action, à quoi ça sert? Et surtout quand c'est aussi bien travaillé. Et parfois c'est le contraire, hein. Parfois la caméra va dans tous les sens, c'est super bien filmé, c'est très technique. Mais finalement, ce qui te montre, c'est peut-être pas foufou, tu vois. Mais voilà. Ça, c'est devenu ma manière de consommer le cinéma aujourd'hui. C'est ça. C'est J'essaie de me mettre à la place du réalisateur tout le temps, en fait. Je suis devenu voilà, empathique de la réalisation, en gros, je sais pas comment dire. Mais vraiment, j'ai ce côté-là, ouais, de me dire, ouais, j'essaie de me mettre comme si j'étais le réalisateur et qu'est-ce qu'il a voulu faire, quoi. Je fais un Jeopardy à l'envers, là, où je me dis, plutôt que de poser une question et on me donne les réponses, là, je vois la réponse, c'est-à-dire le film, et j'essaie de me poser les questions. Tiens, là, ça peut-être comme ça, ça peut-être comme ça. Voilà. Bah, c'est une approche qui est très intéressante, mais juste par curiosité, des fois ça te manque pas d'avoir peut-être de revivre l'expérience du cinéma à travers un regard un peu plus néophyte? Non. Non. On en a déjà parlé avec ma mère qui, elle me disait, elle me l'avait posé cette question aussi, elle me disait, mais un peu comme les profs de français ou quoi que ce soit qui ne lisent plus que des livres en les analysant tout le temps. Et elle me disait, est-ce que ouais, t'as pas ce truc de plus ressentir, tu vois, la découverte et ce côté naïf de regarder un film et juste ressentir quelque chose de bien. Ça m'arrive hein, de ressentir ça, mais avec de l'analyse derrière. Et ça me manque pas parce que en fait j'aime tellement ça, tellement passionnant d'analyser, je trouve. Franchement, je suis content d'avoir évolué comme ça parce que si tu me demandais est-ce que tu voudrais revenir en arrière, franchement, je te dirais ça aller pour un ou deux films comme ça pour le kiff, mais pour de vrai non. Je préfère ça. Et du coup, bah, maintenant on passe à la dernière question. Si tu pouvais créer ton film parfait, donc synopsis, acteur, réalisateur, le genre, comment tu le définirais? J'y ai beaucoup réfléchi quand j'ai créé cette question et je ne sais toujours pas y répondre. Je ne sais pas y répondre parce qu'il y a trop de choses, comme toi hier, mais il y a trop de choses que j'ai envie de mettre dedans. Déjà, je veux de belles scènes d'action, mais bien chorégraphiées. C'est-à-dire, hein, ce que j'aime le plus dans les belles scènes d'action, c'est quand je vois, par exemple, un joli plan séquence, où tu vois une scène d'action entièrement millimétrée et chorégraphiée, et c'est ça qui, pour moi, donne de l'ampleur à la scène d'action, qu'une scène d'action qui est surcutée et survitaminée dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a un côté un peu triche dans ça, où tu te dis, même moi, je peux faire croire que je sais très bien me battre si je passe mon temps à faire des cuts. C'est pas compliqué. Que dans une scène d'action qui est entièrement bien chorégraphiée, t'es pas obligé de faire des cuts tout le temps, à partir du moment où un mec sait ce qu'il fait et que c'est bien filmé. Donc voilà, je sais que j'aimerais avoir ça parce que j'aime énormément. En fait, j'ai l'impression, j'ai souvent cru que j'aimais pas les films d'action parce que j'aimais juste pas la plupart des films d'action parce que je trouve qu'ils sont mal filmés. Mais les bons films d'action, et que ça se ressent, ben j'aime ça et je prends énormément de plaisir à regarder ça. Et donc j'aimerais bien un film avec de l'action dedans, mais pas entièrement action, mais avec de belles scènes, peut-être des belles scènes de kung-fu justement. Je me rêve d'une scène. Ça je me la fais dans ma tête tout le temps. C'est une scène où il y aurait une caméra, donc un immeuble très haut, un truc, c'est complètement fictif, hein. Un immeuble très haut avec un ascenseur en verre à l'extérieur de l'immeuble. Et cet ascenseur en verre descend et il y a un combat filmé au drone tout autour
de l'ascenseur en verre en plan séquence. Et ça descend et tu vois les mecs se taper et en fait ça va en haut, en bas, la caméra va dans tous les sens et que ce soit super bien chorégraphié pour qu'à chaque fois, par exemple quand ça tape, ça va vers la caméra ou le contraire, etc. Enfin, je rêverais d'une scène comme ça. Je trouve que ça pèterait la classe. De nuit, En effet. parce que j'adore quand c'est filmé de nuit aussi, je trouve ça trop beau les films qui se passent la nuit. J'aime les films de ville, comme Denis Villeneuve, je trouve il filme très bien la ville, d'un ennemi, c'est incroyable. Je veux de l'action viscérale aussi, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui se tabassent un peu comme dans The Raid, je veux qu'on sente les coups, et je veux qu'on sente le sang et les tripes, je veux qu'on ose aller dans le truc dégueulasse. Parce que j'aime bien ça, j'aime bien les films gore, donc, mais pas gore grand guignol, genre un mec qui se fait arracher un œil, des trucs comme ça, tu vois, enfin, ça je suis chaud, je suis hyper client de ce genre de choses. Donc si on fait un film d'action, je veux un bon film d'action assez crado, on va dire, mais viscéral, qui tape bien. J'aimerais, alors, jeune, j'aimerais Jet Li jeune, évidemment, parce qu'aujourd'hui il ne combat plus. Je veux pas de love interest. Si je fais un film d'action comme ça, je pense que le love interest serait de trop. J'aime beaucoup les films avec des histoires d'amour, mais pas dans ce genre de film. Je trouve que c'est de trop souvent, ça sert un peu à rien. À moins que ce soit vraiment le pitch du film qui doit sauver une meuf ou machin et tout. Mais un love interest juste pour en mettre un, je trouverais ça con. Donc autant ne pas le Je mettre. te rejoins quand c'est pas nécessaire et que c'est forcé à la truelle. Ouais, c'est ça. Donc pas de love interest, on fait un film d'action, on en profite, on fait quelque chose de... Voilà, et très bien filmé, encore une fois. Je veux que ce soit très esthétique. Je veux qu'il y ait des jeux de lumière et des jeux de caméra tout le temps, où on se dise tout le temps, putain, ça c'est inventif comme plan de caméra. Oh, mais ça, qu'est-ce que c'est inventif comme plan de caméra. Voilà, ça serait génial. Réalisé par... Il y en a un que j'aime bien, un réalisateur. Tiens, allez, on va dire que c'est lui. C'est le réalisateur de Hardcore Henry. J'ai perdu son nom, mais j'adore Hardcore Henry. Et qui avait fait aussi Nobody. Que beaucoup de monde ont moins aimé, mais que j'aime vraiment beaucoup aussi. Il s'appelle, oh putain, j'aurais pas reconnu, c'est Ilya Naishuller. Et ouais, donc voilà, on va dire que je veux qu'il soit réalisé par lui, parce que Hardcore Henry et parce que Nobody, et que je trouve que c'est super bien filmé. Je pense que je vais m'arrêter là, voilà, un bon film d'action décomplexé. C'est peut-être pas mon film parfait, mais on va dire ça serait mon film parfait dans les films d'action. Bon, on est arrivé au terme de cette interview. Oui. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, des petits commentaires que tu n'as peut-être pas pu passer ailleurs. Non, c'était très bien. C'est juste que maintenant, je pourrais un peu plus me permettre que c'est enregistré de pouvoir dire des trucs quand je suis avec les autres. Parce qu'il y a parfois, j'ai envie de dire ah, mais moi aussi, et je vais, non, j'ai envie d'en parler de mon côté. Donc voilà. Mais non, c'est bon. Franchement, ça a été très complet. J'ai très soif, tellement j'ai parlé. Donc ça me va très bien d'arrêter. Ok. Bon, parfait. Du coup, on arrive à ce terme. Donc bonne continuation à tous nos auditeurs et ravi de te rendre la présentation. C'était une expérience intéressante, mais j'aime beaucoup quand c'est toi qui t'en occupes, je me rends compte. Mais moi j'aime bien, en plus t'as été très très doué parce que t'as réussi à surenchérir, à poser d'autres questions qui n'étaient pas dans le truc pour aller un petit peu plus loin, et c'est exactement ça, c'était très bien. Yes, mais tu le fais tellement mieux. Mais bon, je sais que ça c'est ce que disent les gens qui veulent pas le faire, hein, mais vraiment, je suis sincère, tu le fais tellement bien. Bye, ciao, et à bientôt chers auditeurs, oui. Ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.